rencontrer l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On est évidemment dans une journée où la tragédie, le drame passe bien avant la politique. On a vu donc avec notre collègue Yves, qui est au palais de justice d'Amqui, le suspect Steve Gagnon, qui a comparu dans les dernières minutes. On parle de conduite dangereuse causant la mort de 2 hommes, mais on comprend que c'est un dossier là, qui risque d'évoluer, là. Ouais. Parce que je pense que c'est un peu ce que fait toujours la police. Il faut que l'individu comparaisse dans les 24 heures. Il faut déposer des accusations à ce moment-là qui justifient de le garder incarcéré, etc. Mais ce que j'entends de la plupart des experts, c'est qu'on ne peut pas exclure du tout à ce point-ci. Si on prouve d'une façon claire qu'il c'était plus juste de la conduite dangereuse, il a volontairement monté sur le trottoir, etc., a volontairement frappé les gens. Dans ces cas-là, il peut être accusé de meurtre, là, dépendamment si c'était prémédité ou pas prémédité, meurtre au premier ou au deuxième degré. Mais il peut être accusé de meurtre, dans lequel cas, son véhicule, c'est plus de la conduite, c'est que ton véhicule devient carrément une arme pour commettre des meurtres et des tentatives de meurtre là, chez ceux qui ont été blessés, là, qui s'en sont sortis. Mais donc, ça va être à suivre, mais je pense qu'il ne faudrait pas s'étonner que d'autres accusations tombent, parce que ce que décrivent les témoins, à première vue pour nous qui ne sommes pas avocats, ça a l'air de dépasser, de la conduite dangereuse, c'est de la conduite téméraire, la prise de risque démesurée, qui est criminelle aussi, si tu coûtes la vie à quelqu'un, etc. Mais là, ça semble être, comme on dit, la coche de plus là, dans ce cas-ci. On a vu des gens qui l'attendaient, dont un homme à qui Yves a parlé et qui disait « ce sont mes 2 amis, là, mes 2 chums qui ont trouvé la mort ». Il y avait des insultes également qui pleuvaient lorsque l'accusé est arrivé comme tel au palais de justice. Il y a énormément de colère, un état de choc, beaucoup de tristesse, de désarroi également dans une petite communauté tissée serrée. Il y a beaucoup de colère. Je l'entends, moi, Marianne, puis... tu sais, tout le monde dit qu'il faut s'occuper de la santé mentale. Je pense pas qu'on va mettre sans doute, il faut s'en occuper. Mais, en fait, je pense qu'on est rendu vite là, à dire santé mentale. Oui, OK, visiblement, là, quand tu files bien, tu fais pas ça. On s'entend. Mais, tu sais, j'entends toutes sortes de gens, puis même ailleurs, parce que d'ailleurs, dans le monde aussi, on a ces problèmes de gestes irrationnels, complètement fous, à un moment donné, qui coûtent, tu sais, des déclencheurs, puis ça coûte la vie à des gens. Et peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question sur les substances, problème de santé mentale, mais qu'est-ce que tu as consommé dans ta vie? C'est quoi le niveau de responsabilité des gens? Parce que souvent, quand on regarde les problèmes de santé mentale, on se rend compte après qu'il y a eu de lourd, je ne sais pas dans ce cas-ci, je connais pas l'individu du tout, mais qu'il y a eu, par exemple, de la lourde consommation, de toutes sortes de produits, de toutes sortes de drogues achetées n'importe où, etc. Et là, tu parles à des experts, puis ils vont te dire, bon, ben c'est sûr que quelqu'un qui prend ça pendant une décennie ou 2, à moins qu'il y ait une santé mentale particulièrement solide, il met en place toutes les conditions pour avoir des problèmes aggravés de santé mentale. Là, à ce moment-là, la responsabilité de ceux qui prennent ces substances-là, de ceux qui les vendent, on dit oui, c'est un accident, puis là, tout de suite, dès que l'accident arrive dans les médias, on dit santé mentale. Mais y a-tu quelque chose derrière ça, comme société, là, si on est appelé à changer, à vouloir éviter ça, y a-tu des choses, des questions plus profondes qu'il va falloir se poser, parce que ça arrive de plus en plus, puis sincèrement, moi, j'ai l'impression que des gens qui vivent là avec, limite, là, toujours, on sait pas trop, sont extrêmement fragiles de la santé mentale, plus ils voient de ces événements-là, plus ça s'ajoute comme dans leur carnet comme des options. Tu sais, que si tu voulais un jour faire un gros geste, regarde dans ça, il y en a un qui a foncé avec son camion dans une foule. Comme si c'est... Comme toutes les pires folies qu'on voit, meurtrières, pour une mince partie de la population, c'est comme ça devient des options. C'est comme une affaire que je pourrais faire. Fait que plus il s'en ajoute des aberrations, des actes abjects, plus il s'en ajoute, plus la liste s'allonge de ceux que certains pourraient être tentés de copier, parce que ça, foncer dans une foule avec son véhicule, sincèrement, on voyait pas ça. Là, ça a commencé avec des terroristes là, qui faisaient ça, qui ont trouvé ça parce que le terrorisme était tellement surveillé dans les avions et tout ça. Ouais. C'est devenu l'acte terroriste simple. Regarde, souviens-toi de Nice en France, là, une fête, je pense que c'était le 14 juillet, oui. Une fête populaire, puis bang, un camion fonce dans la foule, tue une centaine de personnes. Donc, ça devient de nouvelles options. Et regarde, à un moment donné, ça devient inquiétant. Tu te dis, tu vas être en sécurité où, là, dans quelques années? Puis...
il y a toujours une perception, ou en tout cas, il y avait une perception que ça pouvait arriver plus souvent dans des grandes villes, des grands centres. Tu parlais, Nice, on peut parler de Toronto, c'était le cas également à Berlin, en Allemagne, au marché de Noël et tout ça. Mais là, dans une petite ville, 6 000 âmes, un peu plus, est-ce que c'est pas la fin aussi d'une espèce d'innocence, d'une espèce de paix d'esprit qu'à Amkoui, personne n'avait l'impression que pouvait arriver quelque chose comme ça? Ben, tu sais, à partir du moment où l'aberration va à ce point, puis je sais que c'est bizarre de dire ça parce que c'est aussi aberrant que de le faire au nom d'une cause, parce que ça fait pas vraiment avancer ta cause. Mais c'est comme si ça nous fournissait une explication. Le terrorisme, puis là, ben, on haïssait le terrorisme. Mais là, c'est que les gestes arrivent, des équivalents, finalement, de gestes terroristes. Mais là, les deux derniers, puis là, au Québec, regarde, quand même une petite société sur la Terre, on a eu 2 gros, là, à peu près dans un mois. Un autobus rentre dans une garderie, on peut pas faire le lien, là, tu sais. Je comprends qu'il y a toutes sortes de petites différences. Dans un cas, c'est un véhicule de ville, un autobus, mais il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. C'est-à-dire que ça sort de nulle part, t'as pas d'explication, t'as un individu de la place, un gars de Laval, un gars d'Amkoui, puis bang, il pose un geste, écoute, fauche des vies au hasard comme ça, là, tu sais... T'es au mauvais endroit à ce moment-là, c'est sur toi que ça frappe, puis salut. On vient de t'enlever la vie. C'était le cas de 2 bambins à Laval. C'était le cas de 2 messieurs plus âgés hier. 2 enfants qui sont à l'hôpital à l'Enfant Jésus à Québec, qui ont été plus chanceux, semble-t-il. Eux, on craint pas pour leur vie, mais quand même, ils étaient un dans le pouce-pouce, l'un à côté, puis bang. Alors, on est dans un monde de complètement absurde, de complètement sans explication. Et t'as raison de dire, mais à partir du moment où c'est ça, il n'y a plus de notion d'une grande ville, d'un petit village, où il y a du monde, il peut y avoir des victimes. Puis en même temps, il faut continuer à vivre. On peut pas vivre dans la peur. Tu peux pas marcher sur le trottoir et avoir peur de tous les véhicules que tu croises. Là, mais c'est... Disons que c'est préoccupant. Moi, je trouve que ça va devoir nous interpeller, nous poser des questions plus profondes que juste dire santé mentale. Dire, OK, mais les problèmes de santé mentale, est-ce que c'est parce que ce sont des problèmes qui n'ont pas été traités, le système hospitalier, etc., on n'a pas fait les suivis? Ou est-ce que c'est des problèmes de santé mentale qui ont été induits par des consommations de drogue, de merde? Puis là, ben moi, je vais aller poser des questions à ceux qui les ont consommés, ceux qui les vendent. Tu sais, il y a comme un questionnement, un deuxième niveau de questionnement, là. Mario, le ministre Bonnardel, ce matin, il a dit qu'il avait pensé tout haut, là, a évoqué la possibilité d'éventuellement regarder pour peut-être révoquer le permis de gens qui auraient de graves problèmes de santé mentale ou enfin d'analyser tout ça. Par la suite, il a un peu remis la pâte à dents dans le tube en disant, bon, c'est pas un exercice qu'on va faire. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ben, je comprends ce qu'il a voulu dire. La question, on se l'est tous posée. Donc, il s'est posé à haute voix la même question que les autres. En même temps, moi, je l'ai posé ce matin au psychiatre Gilles Chamberlain qui disait, ben c'est déjà le cas. Quand on a les médecins traitants, les médecins psychiatres, quand ils ont des indications, des raisons de croire qu'une personne est trop instable ou qu'au volant pourrait représenter un risque, ils ont le devoir d'en avertir immédiatement la SAAC et le font, et des gens se font suspendre le permis de conduire. Ce que Dr Chamberlain m'ajoutait tout de suite après, par exemple, Marianne, puis tu ne seras pas surprise, c'est toujours le problème de la prise de médication. Eux vont stabiliser quelqu'un, médication très efficace, la personne est très capable de conduire avec sa médication. Puis là, à un moment donné, le temps passe, puis là, la deuxième année arrive le temps des fêtes, puis la personne qui prenait sa médication dit « Ah, ben là, la médication se mélange mal avec l'alcool. Fait que là, tu sais, je vais avoir mon souper de Noël, je vais arrêter de prendre mes médicaments. Je suis correct, de toute façon, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. » Puis la personne arrête ses médicaments, commence à consommer. Puis là, ben peut-être que 2 semaines après, la personne à qui tu as laissé son permis de conduire en disant « Tout va très bien, elle est parfaitement stabilisée », c'est tout ça qui est compliqué là, avec les prises de médication. C'est qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'un déclencheur, la personne arrête de prendre ses médicaments? Qui surveille ça? Qui s'assure? Est-ce qu'il y a des personnes responsables autour? Parce que c'est un peu ça, la désinstitutionnalisation. Notre nouvelle politique de santé mentale au Québec depuis 30 ans, on a fermé les instituts, les hôpitaux psychiatriques, là, à quelques exceptions près, on a tout fermé ça, en disant dorénavant, c'est la communauté qui doit prendre en charge les gens. Or, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, beaucoup de gens qui ont peu d'entourage, peu de suivi. Et donc, dans ces cas-là, tu dis que c'est des gens qui sont fragiles et dont la prise de leur médication, pas beaucoup de supervision. Là. Ouais. S'ils arrêtent, ils sont, dans certains cas, le risque, c'est qu'ils sont les seuls à le savoir. Merci beaucoup, Mario. Évidemment qu'on continue de suivre ce qui se passe à Amkoui. Merci, Mario. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.
Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.